Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. On évoquera également les enjeux juridiques liés aux usages numériques dans le domaine de la santé. Et enfin, on parlera liberté d'expression des sportifs. On débute tout de suite cette émission et on va parler du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avec mon invitée Sabrina Kemel, associée au sein du cabinet FTMS Avocats. Sabrina Kemel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, dans quelle situation juridique est le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle? Alors, son contrat de travail est suspendu puisqu'il est en arrêt. Alors, c'est exactement la même chose si on est en arrêt maladie simple, j'ai envie de dire. Mais la différence, c'est que là, au-delà de la suspension du contrat de travail, eh bien, le salarié continue d'acquérir de l'ancienneté et perçoit des indemnités journalières qui sont beaucoup plus importantes que les indemnités journalières que l'on perçoit en cas d'arrêt maladie ou arrêt de travail classique. Dans ces conditions, qu'en est-il du licenciement d'un salarié dans cette situation, donc d'accident du travail ou en maladie professionnelle? Il est périlleux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut licencier en fait un salarié qui a déclaré une maladie professionnelle ou un accident du travail uniquement si l'on justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif qui est étranger à l'accident ou à la maladie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que si vous n'avez pas de faute grave, parce qu'en fait c'est souvent ça, si vous n'avez pas de faute grave, je déconseille le licenciement. Et ce qui est très important, Arnaud, c'est que dès lors que le salarié a fait cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, uniquement la demande, il est protégé. Il tombe sous le sceau des dispositions protectrices. Peu importe que la maladie ou l'accident soit reconnu par la suite d'origine professionnelle. Des exemples de fautes graves ? Oui, ça peut être par exemple un vol au sein de la société. Ça peut être un manquement grave à une obligation de loyauté. Ça, ce sont des fautes graves pour lesquelles eh bien, le salarié ne tombera pas sous le sceau des dispositions protectrices. Par contre, si vous voulez licencier votre salarié pour insuffisance professionnelle ou pour une faute classique, je ne sais pas, insubordination, là, en revanche, vous aurez des difficultés puisqu'il aura déclaré une maladie professionnelle. Et donc, on se fixe au jour du licenciement. C'est-à-dire qu'au jour où vous envoyez votre lettre de licenciement, si vous savez qu'il a déclaré une maladie professionnelle ou un accident du travail, vous ne pouvez pas le licencier. Alors, on a bien compris que c'est un statut protecteur quand on était en arrêt maladie ou victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Est-ce qu'il y a des salariés, justement, qui profitent de ce statut pour faire échec à une procédure de licenciement ? Je le pense, et je fais même un peu plus que le penser, parce que je le vois au quotidien. On voit de plus en plus de salariés qui convoquaient un entretien préalable, tout d'un coup, alors que jusque-là tout allait bien, eh bien font une déclaration, par exemple, de maladie professionnelle pour syndrome anxio-dépressif. Là, sort le harcèlement. On sort le harcèlement du chapeau, c'est très fréquent. Ou des salariés qui ont, juste après l'entretien préalable, un malaise. Voilà. Et là aussi, accident du travail. On en voit de plus en plus, et c'est, à mon sens, pour faire échec à une procédure de licenciement. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein, attention. Mais on en voit de plus en plus, et j'ai le sentiment que les salariés, via leurs avocats, s'en servent aussi comme une technique de négociation derrière. Pourquoi ? Parce que le risque, quand on a licencié un salarié alors qu'il était en maladie professionnelle, enfin qu'il avait demandé la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle ou de son accident du travail, le risque, c'est la nullité du licenciement. Et c'est fort la nullité d'un licenciement. Ça veut dire quoi en pratique, les conséquences après ? Une réintégration éventuelle du salarié. Si le salarié le demande, le juge ne peut pas leur donner de lui-même. Qui dit réintégration dit paiement des salaires entre l'éviction et le jour du jugement. Alors, les délais sont longs, selon où on se situe dans la France. On peut avoir donc des rappels de salaire sur 18 mois, vous imaginez ? Donc, c'est des conséquences importantes. Ou le versement de dommages et intérêts quand on ne demande pas la réintégration. Donc, ce sont des conséquences importantes. Et je vois de plus en plus de salariés, d'ailleurs, qui demandent la réintégration, même s'ils n'en ont pas du tout envie, Arnaud, de la réintégration. Mais ils le demandent parce que c'est une technique de négo. Derrière, ils disent, si l'employeur pense qu'il y a un risque que je sois réintégré, il va vouloir négocier. Alors, comment éviter ces abus, justement ? Alors, je pense qu'il faut légiférer sur la question. Vraiment, on en parle maintenant depuis plusieurs années avec les confrères, et tant salariés qu'employeurs d'ailleurs, et on s'accorde tous pour dire qu'il faut légiférer sur la question. Je pense que le délai de prescription devrait être
interrompu. Puisque quand un salarié demande la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, vous avez bien compris, on ne peut pas le licencier. Sauf que votre délai de prescription de 2 mois pour les faits fautifs, il court. Donc lorsque le salarié reviendra ou non dans l'entreprise, en tout cas que sa maladie aura été déclarée comme non professionnelle, là vous vous dites, je le licencie. Eh bien non, parce que le délai de prescription sera passé. Donc je pense qu'il faut légiférer et pour que justement ce délai de prescription soit interrompu. Dès lors qu'il y a une déclaration de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le délai de prescription est interrompu. Comme ça, on reprend à zéro, plus ou moins en tout cas, on reprend à zéro quand le salarié revient ou que la maladie est déclarée non professionnelle. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Merci à vous. Inside. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside et on va parler des enjeux juridiques liés aux nouveaux usages numériques dans le domaine de la santé avec mon invitée Delphine Jaffard, associée au sein du cabinet Vattier. Delphine, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, notamment s'agissant du traitement des données personnelles ? Vaste question pour introduire le sujet, Arnaud. Alors, j'aimerais aborder un point en particulier. En mai 2014, la CNIL avait publié un rapport « Le corps, un nouvel objet connecté ?» point d'interrogation. Une forme de provocation, bien évidemment, mais la question qui se pose dans un monde d'objets connectés, en particulier dans la santé, est-ce qu'il existe encore une forme de consentement du patient à l'égard du traitement qui est réalisé ? Et en fait, c'est le sujet de la nature de la donnée de santé et du consentement du patient. Je vais prendre un exemple un peu moins sensible que celui de la santé. Je vais prendre l'exemple de Netflix. Je regarde beaucoup Netflix, comme vous, je pense, Arnaud. Plus on regarde Netflix, plus on est heureux des propositions qu'il nous fait, parce que plus on regarde Netflix, plus l'algorithme de Netflix nous connaît et nous fait des propositions qui nous correspondent. Et on finit par déléguer son consentement à Netflix. On ne regarde plus Télérama, on ne consulte plus ses amis, on s'en remet totalement à l'algorithme. Et c'est ce qui peut se passer dans le domaine de la santé, de déléguer complètement son consentement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qu'on peut faire, et je renvoie ici à un rapport du Conseil consultatif national d'éthique de mai 2019, c'est se poser la question de la donnée de santé qui n'est pas uniquement une donnée personnelle. Votre donnée, ma donnée, celle de nos voisins, celle de nos frères et sœurs, constitue un patrimoine commun au service de l'intérêt général. Et donc de sortir d'une conception individualiste de la donnée de santé et de faire évoluer le consentement vers une forme de protection collective de la donnée de santé. Alors, on va avancer sur ce sujet, sur la responsabilité, qui est une vaste question, notamment justement quand un système d'IA a établi un diagnostic et qu'il s'est trompé. Quid de la responsabilité? Vers qui le patient peut-il se tourner? Est-ce qu'il peut invoquer la responsabilité du médecin qui a utilisé ce système d'IA, par exemple? Alors, je pense que c'est la question, Arnaud, qui a brûlé toutes les lèvres. Qui est responsable lorsqu'on utilise un système d'intelligence artificielle dans le traitement d'un patient ? On a même imaginé, en droit français, de proposer un régime autonome de responsabilité de la machine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la machine serait responsable à l'égard du dommage survenu sur le patient. Alors, ça peut paraître complètement irréaliste, mais des propositions doctrinales ont été faites en la matière et pourtant, on dispose d'un régime juridique. Et en l'état, l'introduction des systèmes d'intelligence artificielle n'a pas vocation à bouleverser le régime juridique de responsabilité. On a deux régimes qui se combinent très bien. Le régime de la responsabilité du fait des choses, qui est un régime préhistorique, si je peux me permettre cette expression en droit français. Et là, c'est le professionnel de santé qui utilise le système d'intelligence artificielle qui est responsable. Donc oui, Arnaud, je vais d'abord aller rechercher la responsabilité du médecin. L'IA n'est qu'un outil pour lui pour prendre sa décision. Deuxième niveau, on peut avoir le deuxième niveau de responsabilité qui intervient, qui est la responsabilité des produits défectueux. Si c'est le produit qui est défectueux, le médecin va avoir écarté sa responsabilité au profit du concepteur de l'algorithme. Et s'ajoute un troisième niveau, qui est celui de la notion de risque de développement. En tant que concepteur, je peux avancer la notion de risque de développement. Le code s'est tellement transformé,
Je ne pouvais pas anticiper une telle transformation de l'algorithme au regard des connaissances scientifiques dont je disposais au moment où je l'ai mis en place, et je peux donc invoquer ce risque de développement pour écarter ma responsabilité. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, Arnaud, on pourra commencer à réfléchir à un régime de responsabilité sans faute, en particulier au niveau européen. Alors on voit que cette question de la responsabilité est particulièrement compliquée. Alors est-ce qu'on ne peut pas prévoir plutôt des règles en amont, des règles contraignantes pour éviter justement la survenance de dommages? Je pense que c'est tout le sujet. La doctrine française, elle s'est essentiellement concentrée sur la responsabilité ex post, au moment où survient le dommage. Mais en fait, le sujet, c'est d'encadrer les choses au moment où l'on va concevoir le dispositif. Et pourquoi? Pour aller vers des logiques de transparence, de lisibilité, de loyauté par rapport à ceux qui vont être impactés par ce dispositif, à savoir essentiellement les patients. Et en ça, le droit français a été assez rapide puisque la dernière loi de révision bioéthique a proposé très rapidement d'imposer une information obligatoire du patient lorsque j'utilise un dispositif d'intelligence artificielle. Et ça me permet de revenir, ce qui fait écho aux questions précédentes, sur le fait que dès 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que je ne peux appuyer une décision individuelle sur un traitement algorithmique que si j'en informe celui qui va bénéficier de cette décision. Alors vous venez d'évoquer le droit français, mais le droit de l'Union européenne s'intéresse aussi à ces questions. Il y a un règlement sur l'intelligence artificielle. Quid des dispositions en matière de santé? Alors, votre question est une vraie transition avec la précédente, parce qu'en fait, le fait d'encadrer ex ante tous les dispositifs d'intelligence artificielle, c'est l'objet même du projet de règlement européen qui a été présenté dès avril 2021 et qui a vocation à être finalisé en cette année 2023. Alors, vous l'imaginez, ce règlement, ce projet de règlement, il est assez vaste. Donc, j'aimerais évoquer 2 points en particulier. Le premier point, et ça fait vraiment écho à ce qu'on vient d'indiquer. L'approche du projet de règlement européen, c'est une approche réglementaire horizontale. Je pense l'encadrement des dispositifs ex ante, ex post. Et dans le cadre de la santé, si j'introduis un système d'intelligence artificielle dans un dispositif médical, alors mon système d'intelligence artificielle sera soumis à l'ensemble des mécanismes de contrôle et de mise en conformité des dispositifs médicaux déjà en place en droit européen. Le deuxième sujet, et c'est pour moi une petite fierté française, c'est l'introduction dans le projet de règlement européen, dans les articles 14 et 29, de ce qu'on appelle le principe de garantie humaine. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition française qui vient d'une initiative Ethikea, qui est de dire, puisque l'IA est un outil, l'intelligence artificielle est un outil, l'humain doit rester en contrôle. Donc l'idée est d'imposer des collèges, donc composés d'humains, de personnalités comme vous et moi, qui vont à différentes étapes d'évolution de l'algorithme procéder à des contrôles des résultats de l'algorithme. Pour le cas échéant, revoir, comme on l'avait vu, le code, qui peut évoluer de manière non contrôlée en fonction des connaissances. Alors, il ne s'agit pas de le faire à toutes les étapes, puisque ce serait bloquer l'innovation, mais de le mettre en place à différentes étapes de la conception, puis de la mise en œuvre de l'algorithme, et donc dans un dialogue partagé entre le concepteur, bien sûr, l'utilisateur, le patient, mais également les professionnels de santé. Et donc de remettre l'IA au cœur des outils, au service à la fois des professionnels de santé et des patients. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Delphine d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité, Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside. Quelle liberté d'expression pour les sportifs? On en parle tout de suite avec mon invité, Joëlle Montlouis, avocate fondatrice du cabinet Montlouis. Joëlle Montlouis, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez. Quelle est la liberté d'expression des sportifs dans le cadre d'une action organisée par une fédération ou une ligue professionnelle? Je pense par exemple à l'action organisée par la Ligue professionnelle de football pour la lutte contre l'homophobie, et un certain nombre de joueurs n'ont pas souhaité y participer. Alors quid?
Alors cette question est particulièrement intéressante dans sa formulation parce qu'en réalité, elle n'est jamais posée sous cet angle. Et ça a été l'objet d'une réflexion et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'emparer du sujet pour pouvoir faire une tribune dans le journal du dimanche où on a posé la question de la liberté d'expression des sportifs parce que avant cette date, ce n'était pas clairement posé. On avait simplement des sportifs qui n'avaient pas souhaité participer à un événement sans prendre de la hauteur plus globalement pour savoir ce que ça voulait dire. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a une volonté des sportifs beaucoup plus affichée qu'avant de vouloir parler de certains sujets, de vouloir s'emparer de certains sujets. Et c'est cette, finalement, libération de la parole qui fait qu'on a des sportifs qui souhaitent s'exprimer ou ne souhaitent plus s'exprimer face à une action collective portée par la fédération ou la ligue ou autre. Et effectivement, on est face à des équilibres. D'une part, l'action collective qui est posée et qui est portée par la fédération ou la ligue, le cas échéant, et une action individuelle du sportif dans sa liberté. C'était, on va dire, une dimension de la liberté individuelle du sportif qui n'était pas forcément nécessairement prise à sa juste valeur par les organisations sportives. Alors, il y a une autre question qui est intéressante, c'est la question des sponsors. On l'a vu, par exemple, avec Kylian Mbappé, qui voulait se mettre en retrait de certaines campagnes des Bleus, de l'équipe de France de football. Il n'était pas en accord avec certains sponsors. Alors, quid de la liberté d'expression dans ce cas-là ? Alors là, c'est effectivement la même problématique, mais prise sous un autre angle, où on a un sportif qui veut avoir un droit de regard beaucoup plus important sur son image, sur son nom, sur ce qui en est fait, notamment par les fédérations ou les ligues. Et l'autre chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'en réalité, le sportif peut avoir deux relations avec le sponsor. Il a son sponsor privé, son sponsor individuel qu'il a lui-même choisi, forcément, et on se retrouve, et ça correspond au cas que vous avez envisagé, face au sportif pris dans la dimension du sponsor de son équipe nationale, de sa fédération qu'il n'a pas choisi, qui dans certains cas va porter des valeurs qui ne correspondent pas du tout aux valeurs qu'il souhaite porter. Donc ça élargit le débat, ça élargit la réflexion et ça force les institutionnels à voir les choses différemment, à donner plus de place aux sportifs afin qu'ils puissent s'exprimer dans la limite, effectivement, de ce que l'on sait de la liberté d'expression, notamment l'abus. Évidemment, l'objectif n'est absolument pas de dire que telle ou telle action portée par telle ou telle fédération n'est pas bonne. Les actions institutionnelles, ce sont toujours de bonnes actions, surtout quand c'est contre les discriminations, quelles qu'elles soient, si on revient sur votre premier sujet. Ça, la question n'est vraiment pas là. La question est vraiment dans la dimension de l'exercice de la liberté individuelle du sportif. Doit-il ou non, ou qu'est-ce qui justifierait que le sportif ait une injonction particulière qui viendrait restreindre sa liberté d'expression, qui est une liberté d'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Alors l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques à Paris. C'est souvent le terrain d'expression politique de certains athlètes engagés. Le comité olympique a ouvert un certain nombre de pistes pour la liberté d'expression des athlètes. C'est un peu plus ouvert que par le passé, mais jusqu'où peut-on aller ? Alors c'est une question qui est toujours drôle. En réalité, on peut aller jusqu'où on veut dans la limite de ce qui est possible. Et en réalité, en répondant ça, je ne vous donne toujours pas de réponse. Non, la réalité est beaucoup plus, malheureusement, beaucoup plus nette, dans le sens où la charte olympique, et notamment l'article 50, est particulièrement claire. Elle interdit toute propagande politique. Elle interdit un certain nombre de choses qui font qu'en réalité, le sportif a une marge de manœuvre qui est quasi inexistante. Malgré ces recommandations, malgré cet assouplissement, on va dire, pour permettre aux sportifs de s'exprimer, en réalité, le carcan est tellement étroit sur ce qu'ils peuvent faire qu'il y a tellement plus de choses qu'ils ne peuvent pas faire, ça ne répond pas à leurs souhaits, ça ne répond pas à ce qu'ils souhaitent. Pour autant, le fait d'avoir mis en place un certain nombre de recommandations
ça démontre bien, ça montre bien que le CIO et que les différentes instances sportives se rendent compte de cette évolution finalement, de ce changement. Et j'attends de voir ce que l'avenir va nous apporter, parce que je pense qu'il va y avoir de nombreux autres changements. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut envisager pour améliorer cette liberté d'expression des sportifs, puisqu'ils veulent aussi s'exprimer plus largement? Comment faire? Alors, je dirais la liberté d'expression et la liberté de ne pas s'exprimer. C'est le corollaire naturel, et c'est effectivement cette liberté de ne pas s'exprimer et donc peut-être de ne pas participer à un événement qu'il va falloir, alors je ne sais pas si c'est préservé, mais en tout cas, il va falloir délimiter les contours pour que le sportif ne se retrouve pas finalement comme un sous-citoyen qui se verrait avec sa liberté d'expression particulièrement entachée, particulièrement diminuée, mais au nom de quoi? On a toujours cette balance des intérêts qu'on doit avoir en tête, et sur ce point-là, il n'est pas certain que les sportifs soient bien lotis pour le moment, mais on y veille, on est là pour travailler sur ces sujets. Le ministère des Sports aussi s'est emparé du sujet. D'ailleurs, donc à la suite de cette tribune du JDD, un colloque a été initié au Sénat, donc toujours sur la liberté d'expression des sportifs, donc que j'ai eu le plaisir d'organiser. Et la ministre des Sports nous a fait l'honneur de faire l'allocution d'ouverture. Ça montre à quel point ce sont des sujets qui sont importants, des sujets qui intéressent. Mais pour pouvoir répondre à votre question, il faut savoir quelle place on souhaite laisser aux sportifs dans l'exercice de sa liberté, de ses libertés individuelles. En réalité, il y a deux réponses. Si on se place sous l'angle de l'organisateur d'événements sportifs, lui, souhaite que son événement sportif se déroule bien, et il va peu goûter les libertés individuelles. Par contre, si on va du côté du sportif ou de ses conseils, on va avoir tendance à dire, bah oui, mais l'événement sportif ne doit pas empêcher le sportif d'être ce qu'il est et de pouvoir exprimer, tant que faire se peut, un certain nombre de sujets qu'il porte. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.